Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Samuel Morin, je suis co-directeur du programme Trax. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui pour ce dernier webinaire Trax 2023 Stéphane Labranche, qui va nous parler de sciences sociales et d'adaptation, l'enjeu des résistances et des moteurs à l'élaboration des stratégies territoriales d'adaptation. Voilà, donc c'est un des sujets importants dans Trax de croiser les enjeux physiques du climat, mais aussi enjeux sociaux, en croisant au maximum les regards entre les différentes communautés scientifiques qui s'intéressent aux questions d'évolution du climat, d'adaptation, et puis vers les services climatiques qui sont une des façons de contribuer à l'élaboration des politiques publiques, des décisions et de la prise en compte de ces enjeux climatiques dans l'évolution de nos sociétés. Voilà, donc on a 1 heure devant nous. Stéphane, je te passe la parole pour ton exposé et puis on prendra quelques questions à la fin à la fin du créneau. Voilà. Ouais, je parle à peu près 35 minutes, comme ça nous donnera le temps de discuter. Pour plusieurs raisons, je pense que la discussion est importante parce que la question de l'apport des sciences sociales, de l'implication des sciences sociales dans l'adaptation est encore moins connue que le rapport dans la question d'atténuation. Je vais commencer par me présenter. Je suis Stéphane Labranche et je suis ce que je pense être une espèce en voie d'émergence dans le milieu de la recherche en France. Non pas une espèce en voie de disparition, mais bien d'émergence, c'est-à-dire je suis chercheur indépendant qui a publié, qui publie toujours dans des articles avec revues scientifiques, comités scientifiques, dans des bouquins internationaux sur les questions d'adaptation. Euh, et j'étais le premier, je pense, sociologue à faire du climat, et dis bien climat, Je non sais pas pas. énergie, depuis 2003. Et à l'époque, question des sciences sociales dans le climat, ni mes collègues en sciences sociales, ni les collègues en sciences naturelles comprenaient ce que je faisais à une table de discussion sur le climat, puisqu'en fait, on parlait de molécules dans l'atmosphère. Sauf que les molécules dans l'atmosphère étaient bien émises par nos activités humaines, nos fonctionnements de société et de civilisation, de productivisme, de consumérisme et tout. Et en plus, justement, les impacts du changement climatique allaient nous retomber dessus si on n'agissait pas assez vite. Et donc, pour moi, la question des sciences sociales, mais la question du facteur humain dans tout ça, émergeait de manière très, très forte et clé, en fait, dans les questions de compréhension de comment agir, etc. Ça soulève beaucoup de questions, ce que je vais vous raconter. Il y a des éléments de réponse. Je voulais commencer par quelque chose qui peut vous sembler évident, euh, mais qui ne l'est pas, d'une certaine manière, c'est les différences entre atténuation et adaptation. Je passe très vite sur le fait que l'atténuation, c'est les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation, ce sont les mesures qui permettent de prévoir et de se préparer pour les futurs et de moins en moins futurs, de plus en plus présents impacts du changement climatique sur nos vies. Mais c'est pas ces différences-là sur lesquelles je vais insister, c'est sur les différences de la prise en compte de ces deux thématiques par les sciences sociales. Euh, on a commencé assez tôt, tôt, tard, ça dépend si vous êtes Georges Jouzel, il a peut-être pas tort sur cette question-là, mais à partir de 2008-2009, on a commencé à avoir un peu de sciences sociales sur les questions d'atténuation. Ça semblait être, et normalement, c'était l'objectif à atteindre. Diminuer les gaz à effet de serre nous permettrait de ne pas devoir nous adapter plus tard, donc c'est logique et c'est cohérent. On veut régler le problème plutôt que d'avoir à le faire face, c'est logique et c'est cohérent non plus aussi. Et donc, on a appliqué au départ des méthodes un peu classiques des sciences sociales avec des enquêtes, avec des entretiens semi-directifs, et notamment sur les questions de mobilité, où on avait déjà une trentaine d'années d'expérience en sciences sociales sur la mobilité, pourquoi les gens prennent leur voiture ou pas, leurs préférences et tout. Mais ce qu'on a fait mal avec l'arrivée du changement climatique, il faut le dire, c'est d'interroger les gens sur la place du changement climatique dans leurs critères de choix de mobilité. On ne le fait plus, cette erreur-là, parce que ça a fait une différence. Et une des différences que ça fait, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement que le changement climatique n'était pas un facteur très important, en fait. Et donc, ça soulève la place aussi des sciences naturelles, ça soulève la place des rapports du GIEC dans nos pratiques quotidiennes, je veux dire. Et donc, on est arrivé dans les sciences sociales avec une compréhension maintenant et avec des préconisations opérationnelles sur les questions de mobilité, notamment en milieu urbain, plutôt bien foutues maintenant. On a des stratégies qui sont plutôt cohérentes, qui sont multiples. On fait de la pression là où il faut, on encourage là où il faut, on encadre là où il faut, plus ou moins de la bonne manière. On n'est pas trop mauvais sur les questions en fait de mobilité et on en voit des effets. Est-ce que ça bouge assez vite? Non, mais en tout cas, on le voit. La question d'adaptation, il y a d'autres secteurs, hein, mais sur la question d'adaptation,
comment dire, on ne patauge plus dans la semoule, mais on n'en est pas au niveau non plus de l'atténuation en termes de compréhension de pourquoi les gens se mettent, et surtout les institutions, se mettent à faire de l'adaptation. On n'a pas fait autant de recherches et les sciences sociales sont plus hésitantes à aller vers les questions d'adaptation. Mon hypothèse là-dessus est que, en fait, si vous parlez de mobilité, vous n'avez pas besoin de parler de climat, on n'a pas besoin des sciences naturelles. On peut faire, en fait, des mesures sur la mobilité pour réduire la pollution de l'air, pour réduire les coûts, pour réduire les accidents, tout ça pour améliorer la santé physique et la forme physique des gens en leur permettant de faire plus de vélo. En fait, on n'a pas besoin de climat pour faire des mesures qui vont dans le sens du climat quand même. Et sur les questions d'adaptation, pour moi, en tout cas, les sciences naturelles, les impacts du changement climatique sur le milieu naturel sont beaucoup plus importants pour amener ensuite à d'autres étapes qui vont ensuite mener à une politique publique de stratégie d'adaptation, voire et ça je vais en parler, à des modifications sur le fonctionnement d'une gestion d'une collectivité territoriale en particulier. Et donc ça, je pense que ça fait peur à pas mal de mes collègues. Je ressens parfois dans les sciences sociales une crainte de la part des sciences naturelles et un besoin un peu psychologique de faire de la compensation en disant non, non, nous aussi on est capable de faire de la vraie science. En fait, on fait de la science, mais les méthodes ne sont pas les mêmes. Et ensuite, nos degrés de certitude sur nos résultats et la diversité en fait des réactions qu'on a face à exactement le même stimulus, parce qu'on a affaire à des humains, est beaucoup plus variée que des molécules dans l'atmosphère. Donc, c'est un plus complexe à aborder et on a un peu peur de ça souvent. Moi pas parce que je suis un ancien geek qui était très mauvais en maths, donc je me suis mis aux sciences sociales et donc j'aime beaucoup les sciences. C'est pour ça que je me suis mis au climat en fait dès 2003 parce que j'étais intéressé par le côté scientifique des choses, même si je ne comprenais pas tout. Mais je sentais aussi qu'en termes de besoins et de questionnement scientifique pour les sciences sociales, c'était un énorme enjeu qui allait arriver, qui venait en 2003 déjà. Voilà. Et donc, en fait, sur ces aspects-là, il faut bien dire, on ne patauge plus dans le semoule sur les questions d'adaptation, mais on est loin d'être aussi bon que sur les questions d'atténuation. Et on n'est pas bon partout non plus sur les questions d'atténuation. Mon implication sur les questions d'adaptation en France m'a, en tout cas, certainement amené à bien voir la question du climat, non pas comme une question uniquement d'énergie. Ça a été pendant quelques années une grosse tendance entre 2008, 2009 et 2012, 2015. On voyait le climat comme une question d'énergie beaucoup, sauf que l'adaptation, l'énergie, c'est vraiment un volet parmi d'autres. Il y a d'autres volets qui sont importants et dont certains n'ont aucun lien avec l'énergie. C'est pour ça que depuis le départ, en fait, moi, je me considère bien comme un sociologue du climat et non pas un sociologue de l'énergie. Et donc, arrive en 2011 cette promesse du gouvernement d'imposer, c'est plus compliqué que ça, mais en fait, c'est pas grave, des plans climat pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. Et ça, c'est pour 2012, bien entendu, mais l'annonce vient en 2011. Et qui a un volet adaptation obligatoire dans ces plans climat. Et on se retrouve donc avec beaucoup de collectivités territoriales qui font qu'est-ce que c'est l'adaptation au changement climatique? Et surtout, je fais quoi de ce machin? Déjà avec l'atténuation, il y a 10 ans, c'était moins bien compris que maintenant. Il y a vraiment eu des grosses évolutions là-dessus. Sur les questions d'adaptation, c'était vraiment pas évident. Et souvent, et c'est le cas, encore aujourd'hui dans beaucoup de collectivités, mais pas toutes, il y en a moins. Mais n'empêche qu'à l'époque, l'idée était que si je comprends les impacts du changement climatique sur le milieu naturel de mon territoire, plus d'eau, moins d'eau, fonte des glaciers ou pas, nouvelles espèces invasives, nouvelles maladies, les arbres, la production agricole, ça voulait dire que je faisais de l'adaptation. Mais ça, c'est pas de l'adaptation. Ça, ce sont les impacts du changement climatique sur le milieu naturel. Les impacts sur le milieu naturel vont aussi avoir des impacts sur nos activités. Ça, c'est une deuxième phase qu'il faut absolument comprendre. Et ensuite, pour une collectivité territoriale, c'est que pas tous les impacts sont nécessairement importants. S'il y a un petit cours d'eau qui n'arrose même pas un champ et qui n'est pas très utilisé par personne, ça sèche, la collectivité territoriale a la difficulté à comprendre pourquoi elle devrait mettre des ressources là-dessus. Si le même cours d'eau sert à alimenter 3 crêtes production agricole, AOP, etc., et soudainement, et là, il y a un intérêt beaucoup plus fort.
Et donc, c'est dans cette seconde phase, en fait, des impacts du changement climatique sur nos activités et ensuite comment s'y préparer et tout, que les sciences sociales deviennent absolument clés. C'est pas parce que c'est important scientifiquement que c'est perçu comme tel par les gens qui entendent le message. Et même si on entend ce message, et on a rencontré des gens, je vous parlerai un peu de nos méthodes là-dessus, même si on rencontre des gens pour qui c'est important, ce message scientifique, ils en font quoi? Quand ça fait 15-20 ans que vous faites des documents de planification urbaine, ou que vous faites des plans territoriaux, etc., ou de la mobilité, ou un schéma territorial, sans faire de climat dedans, parce que c'était pas nécessaire, c'était pas demandé. Et là, on vous dit, bah, vous allez climatiser tout ça. Comment? C'est quoi l'outil opérationnel? Qu'est-ce que ça veut dire de faire un PLH qui est compatible avec, en fait, non seulement des objectifs d'atténuation, diminution de l'énergie par le bâtiment, la consommation d'énergie par le bâtiment, mais qu'est-ce que ça veut dire de faire des énergies qui vont être des bâtiments, de le construire maintenant, de le concevoir maintenant, qui vont être résilients par rapport aux îlots de chaleur urbains en 2035, 2040, 2050, avec un scénario. Ça, c'est une autre chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, ça s'améliore aussi, mais je vous montre vraiment les évolutions depuis une quinzaine d'années. Jusqu'en 2012-2015 environ, on voyait énormément de plans climat ou de stratégies climat, parfois dans des villes, pas nécessairement territoriaux, dans des villes, et qui nous disaient, nous avons un super projet d'adaptation, regardez nos bâtiments, ils sont super beaux, il y a de la végétalisation dessus. Quand je leur posais la question, vous avez des critères pour évaluer que c'est un bon projet d'adaptation? Zéro réponse. Deuxième question, votre scénario d'augmentation de température en 2050, c'est quoi? Pas. Autrement dit, il n'y avait aucun moyen de vérifier, d'analyser, d'évaluer la qualité d'une stratégie d'adaptation quelconque. Ça marchait maintenant, très bien, je ne dis pas que ça ne marche pas, ça avait l'air très agréable, ces quartiers d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils vont être résilients à ce qui va se passer en 2050? Même voire avant. Et ça, c'était pas évident. Et il y a encore des projets comme celui-là. Pour moi, dans ma tête, en fait, quand je regarde une stratégie d'adaptation, ce sont des critères qui me permettent d'évaluer assez rapidement, ensuite on peut aller plus dans des détails, mais d'évaluer rapidement la qualité d'une stratégie d'adaptation. Est-ce qu'ils ont un scénario d'augmentation de degrés déjà pour 2050? Est-ce qu'ils ont ensuite fait des évaluations d'impact de ce scénario? Est-ce qu'ils ont des critères d'évaluation? Ça, c'est plus compliqué. Donc, on est en termes de critères d'évaluation des projets, de stratégie d'adaptation de projets qui prennent en compte les impacts du changement climatique futur. Là, je reviens à ma phrase, on patauge dans la soupe. On ne sait pas trop combien faire, mais ça, c'est un problème des sciences politiques en général et des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, c'est un champ en soi sous-disciplinaire et on n'est pas toujours très bon pour le faire correctement. Alors, juste pour vous parler un peu de méthodo, en sciences sociales, il est maintenant acquis que sur des enjeux qui sont bien balisés par la sociologie, la science politique, l'économie, l'anthropologie moderne, il n'y a plus besoin de faire d'entretien semi-directif. On en sait tellement que l'idée, c'est plutôt d'aller confirmer qu'on pense par ailleurs. Donc, on sait que la plupart des gens, parce que ça a été confirmé, oui, mais dans quel pourcentage exactement? Est-ce qu'on ne voit pas des différences territoriales? Et donc là, on peut faire une enquête à grande échelle au niveau du pays ou au niveau du territoire. Donc, on fait une enquête directe, soit par Internet, soit par téléphone, qui coûte plus cher. Mais quand on investit un nouveau champ, et là, on parle d'un nouveau champ d'adaptation, même s'il n'est pas complètement nouveau sur certains aspects, on préfère passer tout d'abord en entretien semi-directif. Et l'idée, c'est de comprendre non seulement quel est le niveau de connaissance de la personne sur les enjeux d'adaptation. Moi, ma première question quand je fais ça, c'est alors pour vous, c'est quoi la différence entre adaptation et atténuation? Et quand ils confondent les deux, j'ai déjà une très bonne ligne du niveau de compréhension qui va suivre après. J'en ai fait suffisamment que, en fait, mon niveau de prédiction est plutôt bon là-dessus. Et donc, ce qui veut dire que quand vous faites face à une collectivité territoriale qui confond les deux déjà, le travail pédagogique à faire et scientifique, de vulgarisation scientifique à faire avant même de démarrer la stratégie d'adaptation est plus important. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est super important. Le deuxième, bien entendu, c'est de dire, OK, vous distinguez très très bien les deux et donc, pensez quoi des futurs impacts du changement climatique? Et là, on leur demande une question générale, c'est fait exprès, pour voir est-ce qu'ils passent directement au niveau territorial chez moi. J'ai peur de ça,
Ils ne mentionnent pas des choses qui devraient être mentionnées parce que scientifiquement, on sait qu'il va avoir un impact. Est-ce qu'ils reprennent, pour ceux qui sont un peu plus forts dans la compréhension, ils reprennent des scénarios globaux du GIEC et les territorialisent sans savoir si c'est vraiment absolument pertinent ou pas et à quel point, à quel degré. Donc, on peut jouer avec ça, mais là, le cœur de la question des entretiens actifs, c'est OK, maintenant, vous allez développer une stratégie d'adaptation. Vous allez faire quoi de toute cette connaissance? Et c'est tout dans la connaissance. De quoi avez-vous besoin? Et là, on arrive à ce qu'on appelle en fait le postulat de déficit de la science, les déficits des sciences naturelles. On a pensé longtemps qu'il s'agissait de fournir plus de données scientifiques pour que les gens prennent des bonnes décisions en matière d'adaptation au changement climatique. En fait, il y a eu des stratégies d'adaptation au changement climatique qui ont été démarrées en France avant d'avoir suffisamment d'informations ou justement combien c'est une information suffisante, quelle est sa qualité. Et en fait, il y a même des courants théoriques et de recherche dans le monde anglo-saxon. On appelle ça just enough science. En fait, on n'a pas besoin de tout savoir avant de prendre des décisions. Il faut en savoir juste assez. Mais pour moi, c'est pas suffisant d'en savoir juste assez. Il faut que ça soit juste assez et pertinent par rapport à mon territoire où je suis, géologiquement et climatiquement, mais où je suis aussi économiquement parlant. Et dernier point, et ça je vais revenir, où j'en suis en termes de capacité, en termes de collectivité territoriale, pouvoir public, à me lancer là-dedans, à prendre des risques pour de faire des erreurs, à innover en matière de fonctionnement de mon institution, parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'innover si on veut vraiment s'attaquer aux questions de changement climatique et d'adaptation notamment. Donc, je vous donne tout d'abord juste quelques exemples pour illustrer différents thèmes qu'on aborde en sciences sociales. Le problème, c'est le premier, ce serait le frein politique. Attention, je ne parle pas de parti politique, je parle vraiment de décision politique d'un pouvoir public en place. Je vous donne un exemple d'une grande ville en France qui voulait lancer avant 2012 l'obligation donc de 2012 avoir un volet adaptation au changement climatique, veut lancer un plan climat avec un volet adaptation, font appel à une boîte d'experts consultants privés et se retrouvent en fait avec un rapport final qui leur fait des recommandations, des préconisations, qui en fait sont carrément piochés sur un autre projet qu'ils avaient lu. Ils ont à la base simplement changé le nom de la collectivité, fait un petit peu de travail à la marge et n'ont absolument pas pris en compte les spécificités du territoire. Bon, vous dites, OK, ça que c'est allé sur rupture de contrat et c'est passé dans les médias publics. Et les élus se sont fait mini-scandale, se sont fait insulter, engueuler, critiquer par une partie de la population pour dire, encore une fois, ils dépensent notre pognon et le jettent par les fenêtres avec des trucs qui ne servent à rien, surtout qu'en 2010-2011, stratégie d'adaptation au changement climatique, ça n'a pas de choix du tout. Et donc, quand ils ont décidé de relancer une stratégie d'adaptation au climatique, nous, on leur a proposé un plan assez holistique, systémique, multi-acteurs, multi-enjeux, avec un système d'évaluation des priorités à mettre en œuvre. Et quand on leur a dit ce que je viens de vous dire, les trois élus de chargés de service se sont croisés les bras et ont reculé dans leur chaise avec un refus total de communication sur cette. On a ajusté notre discours pour dire on va faire quelque chose de très graduel, étapiste, pas d'innovation, ça sera pas ambitieux, mais ça va quand même faire l'affaire. Mais ils étaient tellement frileux à l'idée d'avoir quelque chose qui pourrait amener à un autre scandale ou en tout cas à des débats, qu'on a dû faire des entretiens semi-directifs avec les chefs de service, les différents élus, avant de comprendre pourquoi ils avaient cette réaction-là. Et c'était l'expérience passée des 2 dernières années qui avait fait que. Et donc là, on n'a rien à voir avec le climat. C'est vraiment parce qu'il y a eu une histoire passée qui les a amenés à devenir frileux, voire allergiques à cette question-là. C'est assez intéressant sur un autre point. Il y a plusieurs détails que je mets de côté, mais sur un autre point, déjà en 2012, on avait proposé avec ma collègue de faire un scénario de climat, d'impact de plus 3 degrés pour 2050. À l'époque, je vous rappelle, il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était un peu pessimiste. Ça allait beaucoup moins maintenant, c'est plutôt réaliste comme perspective de climat.
Et là, il y a eu un grand débat. L'ADEME finançait une partie du projet et les deux personnes en charge de surveiller le projet et tout de stratégie refusaient le +3 et je ne comprenais pas pourquoi. Je passe les détails, mais après moult débats, ce qui est apparu, c'est qu'en fait, l'ADEME représente la position officielle de la France qui était ne pas dépasser le +2. Et donc, ils ne voulaient pas mettre en œuvre une stratégie territoriale climat basée sur une perspective de +3. Et donc, on avait là une logique institutionnelle qui n'était pas obligatoire, parce que moi, ce que je leur disais, oui, mais votre +2, c'est un objectif d'atténuation. Moi, notre argument, c'était de dire, ben, si on se prépare pour du +3, on va être préparé pour du +2, du 2,5, du 2,8. Si on se prépare pour du +2 et qu'on a du +3, on ne sera pas préparé. Donc, comment on fait ça? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a renvoyé la balle aux deux élus en charge, et donc ce sont deux élus avec une logique politique dans le sens large du terme, c'est-à-dire de capacité à mettre en œuvre une stratégie d'adaptation avec des politiques publiques qui viennent avec, de végétalisation en ville, de rafraîchissement, de combattre les îlots de chaleur et tout, qui ont décidé que l'argument +3 était plus raisonnable. Donc, on avait trois formes de logique différentes, et ça, c'est le genre d'informations, de données qu'il faut prendre en compte, en fait, de manière, et qu'on peut prendre en compte de manière dans les sciences sociales, pour essayer de comprendre les freins et les obstacles, en fait, au changement, puis à la prise en compte de l'adaptation. 10 ans plus tard, cette ville n'a pas fait évoluer du tout sa stratégie d'adaptation. Elle est exactement au même niveau que même qu'il y a 10 ans. Ils ont d'autres priorités apparemment. C'est un peu décevant parce qu'on leur avait fourni des pistes pour aller plus loin, soit avec nous, soit avec d'autres, c'est pas important, mais c'est la réalité. Et donc ça, c'est une politique, un enjeu politique dans le sens non partisan, mais dans le sens de fonctionnement d'une institution qui est un pouvoir public et qui met en œuvre des politiques publiques. L'autre enjeu, c'est un enjeu qu'on soulève souvent en sciences sociales, et je vous l'explique rapidement pour ceux qui ne viennent pas de mon domaine, c'est le débat entre agents-structures. Très simplement dit, est-ce que l'individu a une grande part de manœuvre, de marge de manœuvre quand il fonctionne dans une institution, qu'il travaille dans une institution comme une collectivité territoriale, une entreprise d'ailleurs, ou est-ce que c'est l'entreprise ou la collectivité territoriale qui encadre, structure et détermine d'avance très très fortement la capacité d'un acteur à mettre en œuvre quelque chose? Donc, on a ça, cette tension. C'est pas un consensus, mais la tendance depuis plusieurs années, c'est plutôt dire que l'agent individuel n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, en fait. Sur les questions d'adaptation, moi, je prendrais un point de vue différent là-dessus, mais pas parce que c'est l'adaptation, mais parce que c'est un nouvel enjeu. En fait, quand on se retrouve face à un nouvel enjeu où il n'y a pas d'habitude institutionnelle acquise, il n'y a pas un fonctionnement solide, il n'y a pas un conservatisme dans la manière d'opérer, on ouvre une porte à quelque chose de nouveau. Et là, on l'a vu sur les questions d'atténuation aussi, un individu peut avoir un effet sur une structure. Et typiquement, sur les questions d'atténuation, quand le climat est arrivé, dans beaucoup d'entreprises et de pouvoirs publics, on se dit, bon, il va falloir faire du climat, à qui on demande de s'en occuper? Ben, il n'y a pas l'écolo là qui nous fait chier avec son tri sans arrêt, c'est une citation dans le texte. Lui, il serait sûrement intéressé, ou elle serait sûrement intéressée à faire du climat. L'écolo était peut-être intéressé par les questions d'eau ou de déchets, et peut-être pas par le climat, mais c'est pas grave, on le mettait en charge du climat. Bon, au moins les motivations de base allaient dans le bon sens, mais ça ne veut pas dire que ces personnes avaient les compétences. Ce n'est plus le cas sur les questions de climat, d'atténuation. On prend des gens qui s'y connaissent et on les embauche, ou on fait un transfert de poste. Mais on prend des gens qui ont des compétences réelles. Au début, ce n'était pas le cas. Et sur les questions d'adaptation, en fait, on se retrouve aussi on ouvre une porte et la personne qui ouvre cette porte et qui est en charge peut avoir un effet très, très fort. Donc, je vous fais donc le contrepoint de cette grande ville. Et là, cette fois-ci, je vais quand même mentionner le nom. Dans la communauté de communes du Grésivaudan, donc qui n'est pas très loin de Grenoble, on s'est retrouvé en 2012 avec justement une réponse à un appel d'offres qu'on dépose pour faire le plan climat, mais aussi, dans notre cas, et avec la même personne avec qui on avait monté pour l'autre ville, en fait, la stratégie d'adaptation. Et durant l'entretien, la personne commence à nous poser des questions hyper pertinentes et compétentes sur la question climat. Et nous, on avait été chaudés par la première expérience, donc on proposait quelque chose de très graduel. Il dit, oui, mais si vous faites ça, vous allez oublier ça.
Non, parce qu'on peut faire un lien. Oui, donc, est-ce que vous faites le lien avec ça? Mais faites attention parce qu'ici, sur le territoire, il y a... Là, je l'ai regardé, je dis, excusez-moi, à part être élu, vous faites quoi? Il dit, je travaille pour Météo France, je suis climatologue. Et en fait, on a pu développer les stratégies d'adaptation qu'on voulait avec eux. Ils nous ont pris au final et on a pu faire quelque chose de très systémique, holistique, avec une grille d'analyse, des priorités, des trous dans la science, là où on sait des choses et on sait qu'il y a un risque. Et là, on sait des choses où on se dit, bah, il n'y a pas de risque. Là, on ne sait pas, il y a peut-être un risque, etc., etc. Et donc, et avec cette personne, ça a été super facile d'aller au-delà d'une approche du risque traditionnel pour dire non, le risque, c'est pas ça. C'est la capacité d'une société, d'un territoire, d'un pouvoir public, de répondre à des risques non seulement présents et historiques, parce que c'est l'approche un peu des risques classiques, avec ce nouveau risque que constitue le climat, qui est un risque qui nous oblige à regarder vers l'avenir pour dire, OK, en 2050, on va avoir ça comme effet. Maintenant, je commence à faire quoi pour soit diminuer ces effets en 2050, soit voire même, pour reprendre la définition des rapports du GIEC, en tirer une opportunité. Et donc, en fait, ça change beaucoup la manière dont dont on prend le risque en compte, et ça, Céline Duthoff va vous en dire beaucoup plus que moi sur ces questions-là, mais dans les collectivités territoriales, la notion même de risque a changé. Mais ça me renvoie, moi, surtout à la question de, non pas de l'adaptation, mais même voire de la résilience. Je reviens à cette idée que comprendre les impacts sur le milieu naturel demande des sciences naturelles, mais la question de l'adaptation et de la résilience dépend surtout des sciences sociales. Autrement dit, vous avez un problème face à vous, plus d'eau, plus de neige, moins de neige, vous en faites quoi? Quel type de politique publique vous menez? Un cas typique, c'est la diversification des activités économiques en moyenne montagne. En haute montagne, c'est pas très bien reçu parce qu'en fait, ils se disent qu'ils n'en ont pas besoin. Mais ils commencent à recevoir plus de demandes de la part des touristes parce qu'il y a une augmentation du tourisme en haute montagne en été par rapport à la mer. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire trop chaud. Changement climatique. Et donc, on se retrouve en haute montagne à la fraîcheur. On commence à fuir la chaleur. Et donc, il y a une diversification qui est en haute montagne, qui est encore légère, hein, mais qui est surtout menée par la demande économique. Il y a une demande de clients qui le veulent, donc on leur offre. Mais en moyenne montagne, on est plus puis en basse montagne encore plus, sur un milieu, des conditions de contrainte. On est obligé de le faire. Il faut se préparer maintenant parce que sinon, plus tard, ça va faire émerger des gros défis d'adaptation. Deux autres éléments, c'est sur la culture, le fonctionnement des institutions. Je vous donne un exemple. L'atténuation, c'est vrai pour l'atténuation, ce que je veux dire, mais c'est encore plus vrai pour l'adaptation. On a tendance, toutes les bureaucraties, mais je pense qu'il est encore un peu plus fort en France, à fonctionner en silo. C'est-à-dire, et de manière souvent monodisciplinaire. Pour moi, le changement climatique nécessite la transdisciplinarité, donc Pertrax est parfait pour ça. Et pas seulement la multidisciplinarité, c'est-à-dire qu'on publie un chapitre sociaux, l'autre c'est économie, l'autre c'est climato, etc., et on se parle pas. Ça, c'est la multidisciplinarité. Un vrai projet transdisciplinaire, les gens se parlent, échangent. Je ne deviens pas économiste, je ne deviens pas climatologue, mais je deviens moins ignorant sur les questions de climat et je deviens moins ignorant sur les types de questions que les économistes posent parce que ça pourrait m'être utile, moi, en tant que socio, et retour d'ascenseur, j'espère que ce que je peux apporter en tant que socio peut être utile aux autres aussi. Et donc, pour moi, ça, il y a la transdisciplinarité. Et ça, cette manière de voir les choses de manière transversale, en fait, ça s'applique aussi aux collectivités territoriales et à leur manière d'organiser leurs services. Donc, si vous avez, et c'est un cas, vous aviez dans une communauté de communes, le service voirie et le service mobilité. Le service voirie a un historique très long. Ça fait longtemps qu'ils travaillent parce que ça fait longtemps qu'on construit des routes. Le service mobilité, surtout multimobilité, dans la manière dont on envisage la mobilité aujourd'hui avec les enjeux de pollution de l'air et de changement climatique, c'est récent. Pendant longtemps, ils n'avaient pas le même budget, pas les mêmes ressources. Et en fait, on s'est retrouvé avec un projet routier dans lequel la voirie avait ce projet routier en charge et n'en avait même pas informé le service mobilité. Et on se dit parce qu'il y avait une guéguerre. Non, ils prennent leur café ensemble, ils bouffent ça ensemble, et en fait, les bureaux sont à peine à quelques portes de distance dans le même couloir. Mais en fait, ils n'étaient pas sur les mêmes listes d'adresses, email,
Et donc, quand il y avait un projet, ben, ils ne se parlaient simplement pas de leur projet. Il a fallu que je les interroge pour un truc différent. Là, je dis, ouais, mais le service mobilité, il y a ce projet-là. Et le service voirie, il y avait ce projet-là et vous ne le saviez pas. Et donc là, ça a été un peu le merde. C'est pas, ouais, c'est normal, on s'aime pas. C'est merde. Pourquoi on n'y a pas pensé? Et donc, cette question-là du fonctionnement des institutions est super important. Il y a tout un courant théorique très fort dans le monde anglo-saxon sur ces questions-là qui s'appelle institutional fit, l'adéquation institutionnelle. Une grande ou une petite organisation, une collectivité territoriale, une association se donne des objectifs environnementaux, est motivée pour les atteindre, y croit fortement et n'y arrive pas. Donc, on n'est plus dans une explication de climato-scepticisme ou de rejet de l'effort. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus complexe à analyser, c'est-à-dire comment, dans son quotidien, dans son fonctionnement budgétaire, est-ce qu'on fait de la triple finance, est-ce qu'on fait du truc traditionnel, est-ce que les gens se parlent, est-ce qu'il y a des moments dans la semaine où on va faire des séances conjointes de on pense librement et on discute, etc. Tout ça fait que certaines institutions, malgré toutes les bonnes intentions, peuvent plus ou moins aller rapidement dans le sens de la transition. Et donc, c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec la question de la culture d'innovation au sein des pouvoirs publics et des organisations de toutes sortes, incluant les entreprises. La culture de l'innovation, donc, dans cette grande ville où on a parlé innovation, les bras se sont croisés et on s'est retiré. Le mot innovation était un petit peu tabou. À l'opposé, que ce soit à Lyon ou à Grenoble, que je connais bien, on ne mentionne même pas le mot innovation parce que c'est évident que si on a refait quelque chose que les autres ont déjà fait, on perd notre temps et notre pognon. Mais c'est pas intéressant, ça ne nous amène pas à avancer. Et ça, c'est une culture de l'innovation. Mais ce que les gens comprennent peu avec cette culture de l'innovation, c'est qu'il y a une précondition absolument nécessaire, c'est celle du droit à l'erreur. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites une erreur? Comment c'est reçu par la hiérarchie, par les autres services? Vous faites taper sur les doigts, vous retrouvez qu'avec des projets et des contrats inintéressants pendant 1 an et demi parce qu'on veut bien vous faire sentir que vous êtes trompé, ou vous dites, non, mais comment, OK, on a fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Quels sont les critères quels sont les facteurs qui ont mené à un échec? Ou un semi-échec, où on s'attendait à avoir un taux de réussite de temps avec tant et finalement on l'a pas eu. Et ça, ce processus-là du droit à l'erreur et du retour d'expérience et de l'apprentissage, en fait, on l'a vu à très grande échelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé qu'une simple campagne de sensibilisation allait suffire pour faire changer les comportements. Et après ça, il y a les études quanti de consommation de kilowattheures, de mobilité qui nous montrent que malgré tous les efforts qu'on a mis en œuvre, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? C'est là qu'on appelle les sciences sociales à la rescousse en général, ça c'est mon expérience. Jusqu'en 2015 environ, on me demandait de venir à la rescousse. Et en fait, ce qu'on me demandait de faire, c'était plutôt du marketing. Comment convaincre que ma politique publique, mon gadget technique était le bon à des gens pour qu'ils l'utilisent correctement parce qu'ils n'ont rien compris. Moi, je leur disais, c'est pas ce que je fais dans la vie. Quoi la sociologie? La sociologie peut identifier, révéler pourquoi les gens ne sont pas intéressés par votre truc ou pourquoi au quotidien, ils ont autre chose à faire, etc., etc. Donc, on rentre plus dans les freins cognitifs et les freins individuels. Et ça va être mon dernier point. Il y a une grosse différence, en tout cas, dans les recherches que j'ai vues sur les questions adaptation et atténuation, pour revenir au départ, en fait, c'est que sur les questions d'atténuation, on a fortement commencé avec des études très individualistes. C'est-à-dire, pourquoi un ménage, un individu, un homme de race blanche de 45 ans avec 2 enfants ou une mère de, etc., quelle est son attitude et ses représentations sociales, ses freins, ses moteurs face aux changements à faire en termes de secteur mobilité ou rénovation ou alimentation, etc., etc. Et ensuite, à partir de ces éléments-là, on s'est dit, bon, là, on va tester à grande échelle. Et c'est ensuite qu'on est passé à l'échelle supérieure. Comme par exemple, on s'est aperçu qu'en matière de mobilité, le choix du type de mobilité que je fais au quotidien est fortement encadré par le quartier dans lequel je vis. Donc, si vous faites un quartier dortoir où il n'y a aucun médecin, pas de boulangerie, pas de boucher, pas d'épicerie, rien, ben vous allez prendre votre voiture. Et il s'agit au rez-de-chaussée de mettre tout ça pour que les gens se mettent à marcher.
Et ça, maintenant, c'est passé dans tous les documents de planification urbaine en France, etc., tous les quartiers. Maintenant, on voit ce qu'on appelle la multifonctionnalité. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, on est passé donc au niveau plus large. Même chose en matière d'urbanisme. On a commencé par regarder les bâtiments, un peu d'urbanisme. Puis maintenant, les dernières réflexions depuis quelques années, c'est on n'est plus à l'échelle urbaine, on est à l'échelle urbaine avec son hinterland, c'est-à-dire les terres qui sont autour, semi-agricoles ou agricoles. Quel type de service peut-on rendre à ces populations à l'extérieur et quel type de services peuvent-ils nous rendre? Notamment une bouffe bio locale pour les cantines. Ça, c'en est une, par exemple. En matière d'adaptation, ça a été différent, et ça, c'est ma conclusion. On est passé très rapidement, non pas, on fait bien entendu des analyses sur pourquoi un chef de plan climat ou la direction du volet stratégie d'adaptation a de la difficulté à en mettre en œuvre une stratégie d'adaptation. Mais très rapidement, beaucoup plus rapidement que sur les secteurs de l'atténuation, on est passé en mode sociologie des organisations, du fonctionnement des organisations. Et donc de revenir à cette question de l'agent structure. Et je pense que ça en dit long sur peut-être une complexité supplémentaire de l'adaptation sur l'atténuation, c'est qu'il faut penser beaucoup plus réseau, fonctionnement, interaction sociale et interaction de différents types d'acteurs sur un même territoire qui ne seront pas impactés de la même manière par les mêmes impacts du changement climatique. Un agriculteur ne sera pas impacté de la même manière par un manque d'eau qu'une scierie, sauf qu'éventuellement peut-être si à cause des arbres, mais pas au même moment. La résilience n'est pas la même. Si vous faites pousser du maïs et des tomates et qu'à un moment donné, au bout de 5 ans, vous avez eu 3 ans où ça s'est super mal passé à cause de la pluviométrie, ben vous pouvez changer assez facilement de production agricole. Si vous faites pousser des arbres et que vous avez au contraire des arbres fruitiers, eh ben vous plantez quoi, quand, pour qu'ils puissent être productifs sans faire faillite avant. Et dernier point que j'ai beaucoup aimé, avec les dernières canicules et sécheresses, notamment dans le nord de la France, j'ai entendu, il y a les producteurs agricoles qui se mettent au sorgho, parce que le sorgho est une céréale en fait qui pousse dans des régions plus chaudes et plus arides. Le problème du sorgho, c'est pas que ça pousse pas, c'est qu'on peut pas encore en faire une baguette. Et donc vous voyez jusqu'où peut aller la question de l'adaptation au changement climatique. Ça peut aller jusque dans nos préférences alimentaires. Donc j'arrête là pour laisser, j'ai d'autres éléments bien entendu, mais pour laisser la place aux questions, retour, etc. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces éléments que tu as partagés avec nous. J'ai pas vu de questions dans le chat pour l'instant, donc n'hésitez pas soit à les poser dans le chat, soit à prendre la parole directement et de modérer tout ça. Voilà, je sais pas parmi la soixantaine de collègues qui sont connectés s'il y a des questions immédiates. Alors je vois que Sandrine Anctin a levé la main. Vas-y Sandrine. Ouais. Bonjour, On Stéphane, t'entend pas, on t'entend pas très bien pour l'instant. vous m'entendez mieux là? Oui, c'est mieux. Ouais. Donc merci à Stéphane pour tous ces éléments très très riches. Bon, j'ai plusieurs questions, mais en fait j'en ai une principale en fait pour m'éclairer sur mon ignorance de la sociologie. Comment on passe d'une sociologie individuelle, par exemple là tu parlais d'un ménage, voire même d'une commune, à une sociologie plus globale, quoi plus globale. Euh, Effectivement, donc tu as parlé un peu des organisations, mais même nationales, quoi. Tu vois, comment cette dimension d'échelle est appréhendée dans les sciences sociologiques et en l'occurrence, si tu veux, en lien bien entendu avec les intérêts que l'on a au sein de Trax sur euh, ces liens, quoi, mieux informer ou travailler avec ces différentes échelles pour pouvoir accompagner l'adaptation. Comment on fait en fait en sociologie? Ben, je dirais grosso modo, il y a deux éléments de réponse. La première, en fait, c'est de passer en mode enquête nationale. Et donc, tu as une grande enquête. Puis là, tu fais pas les entretiens semi-directifs parce que tu vas avoir 400 personnes qui répondent. Donc, on en a fait une, d'ailleurs, avec Céline Nutoff, encore une fois, sur les chargés de mission et d'autres, avec Arina, voilà. Et l'idée, en fait, c'était de voir ben, quels étaient les besoins
des gens en charge des stratégies d'adaptation pour leur stratégie. Et en fait, on s'est retrouvé avec environ 2 tiers des gens qui disaient on veut des outils opérationnels. Ça, c'était le truc. On en sait assez sur la science, surtout que, et je réponds à une question en même temps qui est sur le chat, qui est comment expliquez-vous ce manque de finesse territoriale dans les études sur l'adaptation? En fait, l'adaptation demande une approche territorialisée à la fois en termes de milieu naturel, puis en termes d'activité économique et aussi d'aspects politiques et sociaux que j'ai mentionnés. Mais la première étape, c'est d'avoir cette finesse d'analyse scientifique, sciences naturelles sur les impacts d'un territoire donné, parce que sans ça, on ne peut pas prendre des décisions correctes après. Et en fait, ça demande beaucoup de puissance scientifique et de ressources scientifiques. Et là-dessus, la France n'est pas trop mal dotée, la région grenobloise encore mieux dotée, et donc on est capable d'aller à une maille peut maintenant descendre à 50 km². On commence à voir pas mal de territoires qui ont ça. Il y a des Grecs qui, en fait, les équivalents du GIEC, mais territoriaux qui émergent et qui existent déjà en France et qui continuent d'émerger en France. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une vision un peu plus territoriale. Et ensuite, en fait, on peut avoir cette richesse d'avoir, en fait, depuis 2018, toutes les communautés de communes, collectivités territoriales avec plus de 20 000 habitants sont obligées d'avoir un plan climat avec un volet d'adaptation. Donc, en fait, on a beaucoup de gens qui devraient bosser ou savent pas trop bosser, mais aimeraient bien le faire sur ces questions-là. Et donc, un des premiers éléments qui manque pour eux, c'est de dire, ben, là, sur mon territoire, j'aimerais avoir un peu plus de science parce qu'en fait, j'ai mal compris ou on ne sait pas quels seront les impacts du changement climatique sur la forêt. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles maladies, des nouveaux champignons qui vont arriver, des nouveaux insectes qui vont bouffer ma forêt, des choses comme ça. Et si oui, ben, qu'est-ce que je plante maintenant pour être capable de continuer à faire quelque chose plus tard? Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quand on fait des entretiens semi-directifs, qu'on parle à des gens qui sont chargés de mission, on peut poser un très grand nombre de questions. Donc, on peut se focaliser sur la compréhension de cet individu face à moi des enjeux de changement climatique et d'adaptation tel qu'il le voit dans son travail. Mais on peut aussi les poser sur plusieurs d'autres types de questions sur les relations avec les autres acteurs se passent comment? Selon vous, quels sont les 3 plus grands freins à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation? Et là, on peut en fait enrichir et poursuivre la discussion sur le fait que, ben, en fait, les élus veulent pas ou les élus veulent mais ne savent pas. Ben, le problème avec l'adaptation, c'est que là, on a un cours d'eau et le cours d'eau, il passe sur 3 territoires différents avec 3 compétences différentes et on ne sait pas comment se coordonner ensemble. Ça, sur les questions de l'eau, c'est une vieille histoire qui remonte. On peut se retrouver aussi avec un territoire, je prends le cas de certains territoires où il y a une centrale nucléaire dans le nord de la France et en fait, la centrale nucléaire, c'est un des gros enjeux économiques, d'activité économique. Vous l'enlevez, l'économie se casse la gueule. Pourquoi? Parce qu'avec tous les effets induits, les emplois secondaires et premiers, etc., en fait, c'est catastrophique, économiquement parlant. Mais il y a aussi de l'agriculture, et il y a aussi des loisirs, il y a aussi de la pêche. Et donc, en fait, on se retrouve là dans une analyse des interactions en différents types de catégories d'acteurs avec des compétences, des appétences, des freins et des moteurs différents pour aller dans ce sens. Et un des travaux qu'on fait en sociologie, c'est d'identifier 3 choses. Beaucoup trop de gens en sciences sociales analysent seulement 2. La première, c'est les points d'accord. Le deuxième, c'est les points de désaccord. Moi, j'aime bien regarder les points où, en fait, les gens ne se parlent pas. C'est-à-dire un point commun d'ignorance, si vous voulez. Ou alors, moi, ma motivation, c'est ça. L'autre acteur, c'est ça. Il n'y a aucune interaction, il n'y a aucune relation entre les deux. C'est complètement différent, en fait. Et c'est pas parce que c'est complètement différent que ça n'a pas des effets sur ce qui peut se passer après. Donc ça, pour moi, c'est important. Et c'est des manières, en termes de méthodos, pour aller chercher des analyses plus structurelles, plus holistiques ou systémiques, en tout cas, de cette question-là. Oui, il y avait ensuite la question de Marie-Alice Fougel, ouais. Marie, tu peux prendre la parole si tu veux, en complément de ce que tu as écrit dans le chat. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas trouvé où lever la main. Non, mais on avait vu dans le chat, c'est bon.
Merci. Merci beaucoup Stéphane, c'est absolument passionnant et Merci. il faut absolument qu'on inclue cette formation à la SHS nous-mêmes et puis auprès des étudiants. Enfin, il y a vraiment quelque chose à faire pour nous acculturer et pour progresser. Et du coup, avec tout ce que tu viens de dire, enfin, pardon, c'est le tutoiement qui sort. Non, très bien. Quand on est invité à faire un exposé dans une communauté de communes ou que sais-je, enfin, on est pas mal sollicité. Donc il faut le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est si je viens vous parler, je peux pas venir seule, quoi. Il faut que je vienne avec quelqu'un, avec ton profil, quoi. Donc comment on organise ça? Ouais, ben ça, je l'ai déjà fait avec, notamment avec Christophe Scheck sur deux, trois communes dans un projet, encore une fois avec Céline, sur comment accompagner une collectivité territoriale dans l'élaboration des documents de planification. C'est pas toujours évident, hein. Et donc, l'idée, c'est de leur donner une introduction, je le dis comme ça, mais pour les nuls sur le changement climatique, sur leur territoire. Il faut que ça soit spécifique au territoire. Ils trouvent ça intéressant cognitivement, les perspectives du GIEC globaux. Mais à quoi ça leur sert, en fait? Et en fait, il faut passer en mode utilitaire. Franchement. Et pertinent. C'est-à-dire que si je vis sur un territoire, en général, j'y suis un peu attaché. Et donc, s'il se passe des choses un peu négatives qui vont rendre la vie sur mon territoire un peu difficile, je suis d'autant plus émotionnellement impliqué. Ça, c'est super important. Et en tant qu'élu, j'ai peut-être des solutions à porter. Donc, vous voyez la chaîne là. La dernière chaîne, en fait, c'est que là, je reviens aux sciences neurocognitives. Le cerveau est paresseux. Il n'aime pas trop le changement. En général, demander aux gens de fonctionner différemment, en fait, ça fait flipper, citation. Ça fait angoisser, ça, c'est reconnu pour beaucoup de gens. Et donc, pour réduire la charge cognitive mentale et réduire l'angoisse, il faut arriver avec le plus possible des outils opérationnels. Il y a un autre élément quasi anthropologique là-dessus, c'est que et ça, on l'a vu il y a très longtemps dans un projet d'écoquartier. Le maître d'œuvre disait à son architecte de dire aux plombiers de mieux faire leur boulot parce qu'il laissait des trop gros trous dans les murs du sous-sol et que ça faisait des ponts thermiques. Le plombier répond à l'architecte, va te faire voir, je connais mon boulot. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre un autre plombier qui le faisait correctement, ont demandé au plombier de faire la même chose. Et ça a marché. En fait, ça, c'est une anecdote qu'on a été capable de confirmer par après. Donc, la meilleure manière, c'est éventuellement, c'est de prendre en tout cas, des solutions qui ont été mises en œuvre de manière réelle dans une collectivité à peu près semblable. Dire, voici ce qu'ils ont fait. Attention, si vous prenez une collectivité plutôt nouvelle sur ces questions-là, qui a envie de bien faire, et que vous prenez, je sais pas, la ville de Paris qui a une super stratégie d'adaptation de biodiversité intégrée, là, c'est beaucoup trop ambitieux. Ça marche pas. Il faut commencer étape par étape. Les mesures sans regret sont super importantes. Vous plantez des arbres, c'est bien de planter des arbres, c'est bon pour le climat et l'eau de chaleur, mais en fait, si vous mettez des jeux pour enfants au-dessus, ça devient un parc. Vous pouvez faire une aire de pique-nique, etc., etc. Et donc là, vous avez plusieurs bénéfices. Et ça, c'est vrai dans à peu près toutes les controverses qu'on dit environnementales en sociologie, c'est que plus vous avez de bénéfices multiples sur un seul projet, plus il a de chances d'aboutir et d'être accepté et d'être utilisé correctement. Si vous avez qu'un seul objectif, ça passe moins bien, quoi. Pourquoi? Parce qu'il faut répondre à une diversité d'intérêts, de préoccupations, de préférences, mais aussi de rejets, de refus et de dégoût. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et donc là, c'est pour ça que je vais dans cette direction-là. Il faut faire ce travail de base sur les questions de climat, sur les enjeux qui sont les plus importants sur le territoire pour la collectivité territoriale. Dit, bon, ceci étant dit, on fait quoi maintenant? Et donc, offrir des outils le plus opérationnels possible, dire, ça existe déjà, donc vous n'allez pas arriver dans le truc trop casse-gueule, et étape par étape. Mais il faut être capable aussi, puis ça, il y a des méthodes en sciences sociales qui permettent de comprendre quel est le niveau d'innovation d'une collectivité territoriale, quels sont les freins à lever. Et parfois, lever un frein, ça peut être simplement offrir une solution qui fonctionne, puis des fois, c'est juste une obligation pure et simple. Non, vous n'avez pas le choix, vous allez le faire. Des fois, on n'a pas le choix. Et une partie de mon travail qui renvoie peut-être à des préférences personnelles pour la démocratie sur l'écofascisme, c'est de faire en sorte que quand je fais des préconisations de politique, en fait, pour moi, il fait sens de dire, si les gens
on a besoin, ou une collectivité, on a besoin que de l'inciter pour qu'elle aille dans le bon mouvement. Pourquoi l'obliger? L'obligation, même pour des gens qui ont envie de le faire, peut avoir un effet contre-productif. Ben non. Et comment on encadre, comment on incite, comment on encourage. C'est des petits points de pression ici, c'est une petite poussée là, c'est un push-pull, tout ça intégré. Mais en toute honnêteté, on sait plutôt bien faire sur les questions de mobilité, sur les questions de rénovation énergétique du bâtiment, donc sur les questions d'atténuation, on est moins bon. Sur les questions d'alimentation, changement climatique et biodiversité, on n'est pas bon. Et sur les questions d'adaptation, on n'est pas très bon non plus. Donc, il y a encore beaucoup de pistes de recherche à ouvrir, à explorer d'un point de vue des sciences sociales. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'adaptation. C'est on est loin d'avoir tout compris et d'avoir tout dit et d'avoir atteint des conclusions fermes. Sur certains trucs, oui. Sur d'autres, c'est moyen. Et sur d'autres, je ne pourrais même pas vous répondre. Ok, merci. C'est absolument passionnant. Il faut vraiment progresser tous ensemble. Donc, merci. Je lirai tout. Merci, merci. Absolument. Et on a encore deux, trois questions. Je vais passer la parole aux personnes qui les ont posées. Stéphane, ce qui nous serait utile sans doute pour prolonger ton exposé, c'est si tu peux nous transmettre en fait des références ou des documents justement qui font état de ce dont tu parles. On pourra les ajouter sur la page web de Trax à côté de ton exposé pour Absolument. ceux qui peuvent aller plus loin Ouais. puissent consulter ces ressources. Stéphanie Senet, vous aviez une question. Je crois que Stéphane y a déjà en partie répondu, sauf si vous souhaitez la prolonger. Je ne sais pas si Stéphanie est encore avec nous. Sinon, on peut passer à la question de Maureen. Merci Samuel de prendre ma question. Oui, moi ma question c'était que dans tout ce que vous proposez, Stéphane, c'était passionnant. J'ai l'impression qu'il y a quand même vraiment un travail profond à faire sur le changement de posture des personnes qui sont en puissance d'agir, enfin qui ont les espaces d'action, le pouvoir d'agir. Et en particulier, ce qui m'est venu, c'est quand vous parliez du droit à l'erreur. Mais c'est aussi du fait voilà, d'être vraiment dans une démarche d'essai-erreur, d'apprentissage sur les différentes étapes, d'intégration d'une certaine forme de complexité dans voilà, on fait ça, ça va donner ça, mais on n'est pas trop sûr, etc. Et ça mérite quand même un accompagnement important par rapport à nos sociétés qui sont quand même assez verticales aujourd'hui. Comment vous faites pour ça? Est-ce que vous avez des pistes, voilà. Et est-ce que ça marche surtout? On a des pistes. Ça marche pas toujours, hein. Mais on a des pistes. Il y a eu une vague, et je l'ai trouvée plutôt bonne, de travailler par mode projet. Plutôt que de travailler en silo, c'est-à-dire on a un projet d'écoquartier ou d'un bâtiment ou de végétalisation. Et plutôt que de demander seulement au service vert de planter des arbres, par mode projet, ça veut dire qu'on va aller chercher d'autres services qui pourraient être impliqués dans « je plante des arbres ». Mais si on fait du changement climatique et des impacts du changement climatique sur la végétalisation en ville, on va aller chercher un climatologue qui va nous dire « attention, augmentation de temps » et quelqu'un qui, en fait, travaille sur les végétaux, la biodiversité, etc. pour dire « attention, cet arbre-là, dans 15 ans, c'est foutu ». Ou ça va demander trop d'eau alors qu'on va avoir moins d'eau. Ou attention, on a déjà vu des insectes qui sont en train de monter du sud, ils viennent nous rejoindre, dans 15 ans ils sont là et votre arbre est mort, il va être bouffé. Et donc, ça c'est une vision un peu plus transversale des choses. Il faut le faire de manière hyper légère au départ, surtout quand on n'est pas habitué. Une collectivité territoriale qui n'est pas habituée à travailler sur ce mode-là peut trouver que c'est un petit peu un défi quand même. Okay? Une des choses aussi qui apparaît, et c'est assez subtil, c'est de le faire apparaître comme un jeu ou quelque chose d'un peu ludique. C'est de se lancer un défi. Il ne faut pas que le défi... Regardez les enfants dans le cours de récré, c'est universel, hein, ce que je vais vous dire. Ils jouent à qui saute le plus loin. Ou ils vont mettre un truc par terre, un caillou, puis essayent de sauter jusque-là. Il n'y a pas un enfant qui va se mettre juste à côté du caillou pour sauter par-dessus. Ils vont tous se mettre à une distance qui représente un défi pour ensuite essayer de rattraper jusqu'au caillou, voire de le dépasser. C'est trop facile au premier saut. C'est pareil, en fait. On n'a pas beaucoup évolué en tant qu'adulte sur ces questions-là, et notamment dans le milieu professionnel. Mieux vaut cumuler les succès, les réussites que les échecs. Et donc, en fait, l'idée dans un accompagnement sur ces questions-là, c'est de dire, bon, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans votre collectivité? Ça donne une très bonne idée du niveau d'ambition qu'on peut avoir dans des recommandations après.
Et ensuite, ben là, si on voit que c'est vraiment des débutants, mais qui sont pas trop frileux, qui ont peut-être envie de faire quelque chose d'un peu fun, on leur dit, ben, vous commencez là, et on va rajouter un deuxième défi. De ce défi-là, il est à peu près sûr qu'on va l'atteindre, sans trop de difficultés. On en rajoute un deuxième qui est peut-être un peu plus incertain, mais sur lequel on va pouvoir bosser. Comme ça, si ça marche pas très bien, ben, ça sera la deuxième phase, en fait. C'est là-dessus qu'on va pouvoir apprendre. Et en fait, ce qu'on remarque, mais ça, c'est les sciences de la pédagogie neurocognitive, changer, ça s'apprend et ça peut devenir presque une habitude. En fait, ça devient une façon normale de travailler, d'aller vers l'avant, de tenter de nouvelles choses, de trouver ça excitant et tout. Ceci étant dit, moi, j'ai parlé à pas mal de chefs de service intéressant aussi, des directeurs d'entreprise ou de services d'entreprises privées, qui nous disent quand j'essaie de faire une nouvelle gouvernance très horizontale où les gens peuvent prendre des initiatives et prendre des risques et tout, j'en ai toujours quelques-uns que ça fait angoisser. Et là, je reviens à un mode hyper hiérarchique. Non, toi, tu fais ça, je le veux pourtant. Et là, soudainement, ils se remettent à travailler correctement. Donc, c'est pas pour tout le monde, puis il faut pas penser que c'est pour tout le monde. C'est pas vrai. Et donc, il faut identifier des acteurs clés, moteurs à l'intérieur, les freins, et ensuite dire, ben, voici comment on peut peut-être contourner les freins, comment on peut soulever, mais en général, pour la plupart des collectivités, notamment sur les questions d'adaptation, très complexes, il faut au départ, et ça j'ai eu quelques discussions avec des gens des sciences naturelles, il faut un peu simplifier, parfois un peu à outrance, parce que sinon il n'y a aucune action derrière. Mais ensuite, on peut complexifier. Avec l'apprentissage qui se met en route, on peut devenir de plus en plus complexe, de plus en plus systémique et de plus ambitieux aussi dans nos manières de faire. Ok, merci beaucoup. On a encore 4 questions. On peut essayer de les traiter, mais alors, Stéphane, il faudra peut-être essayer de faire des réponses Ouais. peut-être plus courtes si tu peux. Une question d'Agnès Ducharme sur l'eau. Agnès, on te passe la parole. Oui, merci beaucoup Samuel et puis Stéphane pour l'exposé. Donc je suis hydrologue et j'étais super intéressée d'entendre parler d'eau tout le temps. Mais le problème principal qu'on a avec cette substance, c'est que elle se définit pas seulement localement, elle se définit par l'apport par l'amont et puis les impacts à l'aval. Et c'est vrai à la fois du point de vue de la ressource elle-même en eau, c'est vrai aussi si on regarde les activités humaines qui se développent, celles qui sont locales, elles dépendent de ce qui s'est fait à l'amont et puis elles impactent ce qui s'est fait à l'aval. Du coup, c'est super dur à arbitrer parce que ça demande vraiment de considérer tout un réseau d'interactions dans tous les sens et c'est encore pire pour l'adaptation. Donc, on a besoin non seulement de savoir comment la ressource se répartit dans un bassin versant, comment elle va changer, et aussi comment les différentes adaptations vont se répercuter les unes sur les autres. Et donc, du coup, je me demandais si tu as des exemples de ce cas-là, et aussi plus précisément, tu nous as dit que les communes de 20 000 habitants ou plus doivent avoir un plan d'adaptation. Ces plans-là, est-ce qu'ils sont accessibles à tous et donc aux différentes communes qui sont dans un bassin versant et qui pourraient réfléchir ensemble à ce que leurs différents plans d'adaptation pour ce qui relève de l'eau soient cohérents? Ouais. Les stratégies d'adaptation, notamment des petites collectivités territoriales, c'est plutôt récent. C'est quelques mesures de base qui ne changent pas grand-chose. Parce qu'en fait, ça c'est un point que je n'ai pas dit non plus, mais en fait, il y a certaines mesures déjà mises en œuvre depuis 12-15 ans qui, avec un petit changement de rien du tout, peuvent aller dans le sens de l'adaptation. Et ça, c'est vachement encourageant pour les collectivités territoriales qui disent « Ah, c'est ça l'adaptation, on peut en faire un peu d'ailleurs, c'est déjà pas mal. » Le danger, c'est qu'ils en restent là. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un processus quand même un peu plus continu. Deuxième chose, il n'y a pas que les entreprises qui font du greenwashing. Il y a des collectivités territoriales qui font du greenwashing, qui ont un super site sur leur en fait, ils ne font pas grand-chose. Ça, c'est autre chose. J'ai un exemple, le Rhône, qui prend source en Suisse en partie. Il y a le lac Léman, avec de l'eau qui coule vers la France. Et en fait, on a deux systèmes, c'est juste pour donner un exemple, on a deux systèmes politiques très différents, surtout à l'époque, très, très centralisés en France et hyper décentralisés aussi au niveau des cantons en Suisse. Et donc, pour arriver à une entente de la gestion de l'eau sur cette question-là entre les deux pays, en fait, il n'y en a pas un des deux pays qui savait à qui parler de l'autre côté et qui avait la compétence de faire quoi, etc.
Et donc, en fait, c'est développé ce qu'on appelait des espaces tiers. C'est des espaces non formels dans lesquels ces mêmes élus, chefs de service, des associations, des citoyens se rencontrent pour dire il n'y a pas moyen de faire quelque chose là, un peu en dehors des règles formelles parce que là, on n'y arrive pas. Et donc là, il s'est passé des choses assez intéressantes et assez positives et constructives. Là. Mais on fait juste reprendre le rôle. C'est d'une incroyable complexité parce qu'on a des barrages là-dessus, parce qu'on a des bateaux, on a du loisir, on a du transport de marchandises, il y a des affluents qui proviennent d'ailleurs. Et donc, un des grands problèmes qu'on a sur ces questions-là, au-delà du climat, c'est que les compétences territoriales s'arrêtent à la frontière d'un territoire absolument arbitraire qui n'a rien à voir avec le cours d'eau et qui fait qu'on peut se retrouver avec beaucoup plus de pollution en bas qu'en haut parce qu'en fait, c'est pas les mêmes règles dans l'autre pays, etc. Ça, on voit beaucoup de problèmes dans les pays du tiers-monde notamment, mais pas que. Et donc, comment on fait la gestion partagée de l'eau, des cours d'eau, en amont et en aval. Et franchement, là, c'est pas ma spécialité, ça. Il y a Bernard Paraquet qui a longtemps bossé là-dessus comme historien et sociologue. Mais c'est loin d'être simple, en fait. C'est vraiment complexe. Et quand on rajoute en plus le changement climatique là-dessus, oh là là. Ok, merci beaucoup. On a encore 3 questions. Franck? Franck est encore là. Une question sur les interactions. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, la question est finalement assez proche de la précédente, mais c'est aussi sur les interactions interterritoriales. Et ces interactions-là, elles peuvent être très lointaines. Et comment est-ce qu'on aborde ça quand finalement un territoire dépend de mesures d'adaptation qui peuvent être prises très très loin. Voilà. Pour prendre un exemple bateau, mais est-ce que adapter le tourisme en Bretagne, c'est s'attendre à avoir plus de monde qui avant partait en vacances au bord de la Méditerranée, et ça dépend donc des territoires méditerranéens. Est-ce qu'ils savent adapter leur tourisme au réchauffement climatique? Voilà. Donc est-ce qu'il y a des pistes pour aborder ce genre de questions qui me paraît très complexe? En fait, je vais vous répondre. Reposez-moi la question dans 10 ans, j'aurai peut-être des éléments de réponse. Dans le sens qu'en fait, sur les questions d'atténuation, sur les questions de mobilité, de train, d'avion, etc., on a des éléments de réponse forts. Il faut les mettre en œuvre. En tout cas, on a des solutions qui existent sur papier et qui commencent à être mises en œuvre aussi au niveau. Mais sur les questions d'adaptation, on n'en sait pas assez long encore. Si on monte d'échelle au-delà d'un territoire, on perd tout le monde. On n'a pas assez de compréhension. Les acteurs eux-mêmes ont des difficultés à comprendre les enjeux de changement climatique sur leur territoire spécifique à eux et quoi faire avec tout ça. C'est suffisamment une espèce de tsunami qui leur arrive dans la gueule, qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc, je dis pas que votre commentaire est à côté de la plaque, il est pertinent, mais en fait, il peut pas rentrer maintenant en l'état de la connaissance que moi j'ai de l'état de la connaissance. Ça peut pas faire partie des discussions parce que en fait, là, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas quoi faire et qui vont être découragés. Même si la question est très pertinente. Merci beaucoup. Ouais. MFBJ 322, je ne sais pas qui c'est, je connais pas tous les codes par cœur. Sur le présupposé sur l'adaptation et l'atténuation. Alors, bonjour, oui, c'est Hervé. Merci Stéphane pour ton exposé. Il y a 2 choses qui m'ont un petit peu chiffonné. Un, finalement, quelles sont les implications pour le reste du projet Trax? Notamment, tu nous as dit qu'en fait, on en savait déjà assez pour faire pas mal de choses en matière d'adaptation. Donc, où est-ce qu'il faut porter l'effort côté scientifique, Trax? Et puis, le deuxième, c'était l'objet de ma question. Moi, je suis pas persuadé qu'on soit bien meilleur sur les questions d'atténuation et qu'on patauge moins. Et on voit notamment une montée des populismes dans de nombreux pays qui sont plus liés à des questions d'atténuation qu'à des questions d'adaptation. Donc comment provoquer l'adhésion des peuples aux mesures pas toujours agréables qu'il va falloir mettre en œuvre? Mon commentaire sur on patauge n'est pas dans le même niveau. Je ne parle pas de patauger en termes de mise en œuvre, je
parle de pathologie en termes de compréhension des freins des moteurs individuels, collectifs, institutionnels et politiques pour aller dans le sens de l'adaptation. Je parle vraiment de l'état des sciences sociales et de leur connaissance sur ça. On est beaucoup plus fort sur les questions d'atténuation sectorielle qu'on l'est sur les questions d'adaptation. Il y a beaucoup plus d'articles qui sont publiés sur les questions d'atténuation de tous les secteurs. Ça fait longtemps, c'est multi-acteurs, multidisciplinaire souvent, etc. Et sur les questions d'adaptation, on est beaucoup moins fort. Donc, c'est vraiment à ce niveau, en fait, de compréhension scientifique des sciences sociales dont je parlais. Je ne parlais pas de l'adhésion des populations. Pour moi, ça, il faudra faire une autre conférence. Et sur la première question d'Hervé Douville, sur la question des connaissances physiques, pour le coup, si je comprends bien, oui. l'adaptation. Ben, en fait, là, pour le projet PERP, Trax, ce que je ne sais pas encore, parce que je ne suis pas encore complètement rentré dedans, je l'ai lu quand Sandrine me l'a envoyé, est-ce qu'il y a les données scientifiques territoriales pour les cas choisis sur les impacts du changement climatique? Deuxième chose sur le rôle des sciences là-dedans, c'est comment traduire ces impacts qui peuvent être formulés avec un langage qui est trop scientifique pour les élus, pour les chefs de service, en préoccupations territoriales. Lesquelles sont préoccupantes ou pas? Lesquelles on peut se dire, bon, on attend 10 ans avant de s'en occuper, c'est pas très grave, parce qu'en fait, les ressources sont limitées, parce que le nombre d'heures qu'on peut passer là-dessus quand on bosse dans une collectivité est limité. Ça, c'est une des choses que je regarde. Est-ce qu'il y a une équipe adaptation ou est-ce que l'adaptation est un peu partout dans plusieurs secteurs? Ça, c'est un autre élément de réponse sur comment penser transversalement. Ou est-ce qu'il y a un chargé, plan climat, qui s'occupe également de l'adaptation? Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a toute l'atténuation à faire. Et donc, ça, ce sont plutôt des éléments. Et donc, pour moi, en fait, est-ce que ces données-là existent? Si elles n'existent pas, il va falloir les fournir. Et deux, lesquelles sont préoccupantes ou pas pour les élus? Et c'est là que nous, on va commencer à se parler vachement, en fait. Ok, merci beaucoup. Robin, je ne sais pas si tu voulais rebondir sur la question, que c'était la continuité, et puis après on va oui, pourquoi pas. Du coup, en lien avec la question 2 de Hervé précédemment, du coup vous avez parlé du fait que c'était bien de proposer des actions sans regret, c'est-à-dire que de toute façon il y avait un bénéfice, indépendamment du fait qu'on faisait de l'adaptation. Et justement c'est un peu la difficulté avec les stratégies d'atténuation, c'est qu'il n'y a pas forcément de bénéfice direct induit et l'effet n'est pas direct et tangible étant donné que, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une intégrale globale, etc. Et donc, je voulais avoir votre avis sur. Je comprends que le sujet de l'adaptation est plus difficile à maîtriser au niveau, scientifique, technique. Mais par contre, je m'attends à, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de blocages sociétaux et politiques plutôt sur les mesures d'atténuation. Alors, il y a plus de mesures sur les questions, il y a plus de blocages sociaux, etc., politiques, parce qu'on demande aux gens de faire des efforts. On leur demande de devenir végétariens, on leur demande d'arrêter de prendre la voiture, on leur demande de prendre plus de temps pour se déplacer avec 2 enfants après l'école. Tout ça, ça rentre en contact avec, en fait, j'ai retrouvé, en fait, dans les enquêtes sociologiques, celles que j'ai menées et par ailleurs, il y a une montée du climato-scepticisme de quelques points depuis 2 ans, mais en fait, l'essentiel des non-changements revient en fait des obstacles très quotidiens. C'est pas une posture idéologique anti-scientifique ou anti-climat. J'ai pas le temps et je suis trop fatigué à la fin de la semaine, bordel. Et c'est vraiment ça. Et je suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'effet induit direct sur les questions d'atténuation. Si vous faites la rénovation énergétique de votre bâtiment, vous êtes plus confortable, moins d'inconfort thermique, et en fait, c'est moins bruyant. Ça, c'est une citation. Le niveau sonore, quand vous fermez un double vitrage, diminue. Et c'est vachement plus confortable en été, etc. Donc, il y a des effets qui peuvent être assez immédiats. Oui, mais c'est pas la finalité, c'est ça que je veux dire. Alors que l'adaptation, oui, c'est la finalité. Excusez-moi. D'un point de vue subjectif, pour celui qui fait de la rénovation énergétique, il n'y en a rien à foutre du climat. Son objectif, c'est d'avoir une maison plus confortable et qui coûte moins cher. Tant mieux si c'est bon pour le climat, mais c'est absolument secondaire pour une grande majorité de la population.
Et donc ça, et c'est pour ça que non seulement il faut penser mesures sans regret avec bénéfices multiples en matière d'adaptation, mais c'est vrai aussi en matière d'atténuation. Euh, et donc, là-dessus, alors pour la mobilité, le meilleur moyen d'amener les gens à faire du vélo, ce n'est pas de leur parler climat, c'est de faire des pistes sécurisées où ils n'auront pas prendre de se prendre une bagnole en accident. Ça, c'est démontré. Donc, vous pouvez parler Et de les climat. voyages en avion à l'autre bout du monde, c'est quoi Ouais. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent se sentir coupables et faire des efforts, mais quand on regarde les perspectives de l'industrie de l'aviation et du voyage international, ils prévoient un doublement de leurs avions, des voyages en avion d'ici 10 ans à peu près. Et donc, il y a un des deux qui a raison. Moi, je me méfie beaucoup des gens qui disent oui, je fais attention à l'avion. En fait, c'est souvent j'entends souvent un argument de culpabilité, mais ça les empêche pas de prendre l'avion non plus. Donc, mais ça dénote quelque chose d'intéressant sociologiquement, c'est que maintenant, on justifie de prendre l'avion, et avant, on s'en vantait. Donc, en termes de normes sociales et de valeurs collectives, on voit des changements. Est-ce que ça se traduit en changement de comportement? Moyen. Et sur l'avion, j'y crois pas encore. Mais ceci étant dit, on constate une diminution de la consommation carnée depuis une dizaine d'années. C'est léger, mais c'est constant et ça semble une tendance de fond. On constate également une augmentation des moyens de transport non carbonés de toutes sortes et ça semble aussi être une tendance de fond. C'est léger, mais chaque année, on voit une amélioration. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Non, c'est pas assez rapide, c'est évident. Mais en tout cas, il se passe des choses. Là où on a un enjeu très, très fort en France sur la question d'atténuation, c'est sur la question de rénovation énergétique. On n'arrive pas à convaincre les copropriétés de le faire pour des bonnes raisons subjectives. D'un point de vue climat, c'est pas. Et donc, mon rôle, moi, en tant que sociologue, même si je suis pas d'accord avec quelqu'un ou qui disent une grosse connerie en entretien semi-directif, ça arrive, c'est que je dois être d'accord avec eux parce que c'est comme ça que je comprends leur motivation profonde, leurs valeurs, leur représentation, pourquoi ils ont cette position par rapport au climat. Et donc, ça m'amène, moi, à être assez, pas objectif, mais neutre sur les questions de la diversité des points de vue, des représentations et des postures relatives au climat. Parce que quand les gens m'en parlent, c'est important pour eux. Ça compte pour eux, c'est préoccupant, tout ça. Mais ce qui est préoccupant, c'est en fait d'arriver en retard chez la nounou. Ça, c'est préoccupant parce qu'on se fait engueuler par la nounou après et qu'on risque de perdre sa place en crèche. Ça le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les préoccupations, le changement climatique augmente comme préoccupation majeure dans une certaine partie de la population, mais pas dans la majorité. Ok. Bah, merci beaucoup Stéphane, on va s'arrêter là. Merci à toutes et tous qui avaient participé à ce webinaire Trax. Donc c'est le dernier de l'année. Quelques perspectives pour 2024. Bon, on va continuer cette série de webinaires qui a l'air de bien fonctionner et de prendre progressivement son envol. Il y a 2 rendez-vous importants pour Trax début janvier. Donc du 15 au 17 janvier à Toulouse, il y a les ateliers de modélisation de l'atmosphère, donc les AMA, qui cette année ont un cadre beaucoup plus large puisqu'il s'agit de traiter de la modélisation des systèmes anthropisés. Et donc c'est aussi une façon par la modélisation d'aller plus finement dans les impacts et ensuite dans les services et dans la production de connaissances, notamment au bénéfice de l'adaptation. Et puis dans la foulée, du 17 au 19 janvier, donc du mercredi au vendredi, on aura l'Assemblée générale de Trax, donc avec l'ensemble des principaux acteurs du programme dans les différents projets ciblés, dans les différentes actions internationales, formation, communication, qui seront traitées et en interaction avec différentes communautés scientifiques connexes. Voilà. Écoutez, merci encore. Bonne suite et fin d'année 2023 et au plaisir de vous retrouver en 2024 pour la suite du programme et la poursuite de la montée en puissance de tout ce qu'on fait dans Trax. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci.